Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous remercie de prendre place. Je vous souhaite la bienvenue à cette matinée scientifique consacrée aux violences psychologiques dans les relations de couple. Une matinée scientifique un peu spéciale puisqu'elle marque le 20e anniversaire de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, ici au HUG. Une matinée scientifique qui nous réunit autour d'une thématique qui nous questionne, nous défie, nous dérange parfois aussi. Une thématique qui, dans tous les cas, ne nous laisse pas indifférents, comme en témoigne aujourd'hui votre présence en grand nombre. Mais une thématique aussi qui nous rassemble, au-delà de nos formations disciplinaires et au-delà de nos pratiques spécialisées, puisque sont notamment présents aujourd'hui des professionnels de la santé, mais aussi du travail social et de la justice, ainsi que des représentants des institutions de ces différents secteurs. Alors, sans plus attendre, et pour ouvrir officiellement cette matinée, je cède tout d'abord la parole au professeur Jean-Michel Gaspeau, chef du département de médecine communautaire de premier recours et des urgences ici au HUG, département que nous remercions d'ores et déjà pour son soutien financier à l'organisation de cette manifestation. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi que de vous accueillir pour célébrer les 20 ans de l'unité de l'UMPV, l'unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence. Elle a été créée par un pionnier, le docteur Daniel Alperin, ici présent, et elle a été créée aussi par des pionniers, puisque M. Alperin bénéficiait du soutien sans faille de M. Guy-Olivier Segon, qui nous fait l'honneur d'être présent également ici aujourd'hui. Daniel Alperin était tout d'abord sensibilisé par la problématique des violences chez les enfants battus, mais très vite il s'est ouvert à toutes les violences, toutes les possibilités de violence, et en particulier les violences conjugales. En 2016, 6649 personnes victimes ou auteurs de violences domestiques ont été en contact avec au moins une des 14 institutions de Genève, et cela représente 1,4% de la population genevoise. Cette violence est principalement subie ou exercée dans un contexte conjugal, au sein du couple ou après la séparation, et elle peut être aussi exercée entre parents et enfants. 62% des personnes prises en charge sont des victimes directes, 23% des auteurs, 23% des victimes indirectes, et parfois certaines personnes sont à la fois victimes et auteurs. Le docteur Escar vous montrera des chiffres beaucoup plus précis, mais on peut dire que les femmes sont majoritairement touchées, mais que 25% des victimes directes et 50% des victimes indirectes sont des hommes ou des garçons. Et la violence annoncée est le plus souvent d'ordre psychologique, ce qui rend la situation d'autant plus difficile. En 2017, à l'UMPV, ce sont environ 2800 consultations au total qui ont été dispensées par cette unité, et 60% contenaient des situations de violence domestique, dont 80% des victimes, et 80% de femmes. Je souhaite que cette matinée scientifique contribue à alimenter votre réflexion, non seulement sur la prise en charge de ces problématiques, mais également concernant leur prévention. Je vous remercie par avance de votre attention. Bonne journée. Merci beaucoup, professeur. C'est très simple. Nous n'aurions tout simplement pas la possibilité de mener à bien nos travaux de recherche actuels sur les violences psychologiques sans le soutien de la Fondation Hawke. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir ce matin Madame Katharina Samara-Vikrama, directrice du programme Issues Affecting Women de la Fondation Hawke, pour qu'elle vous parle finalement des raisons pour lesquelles la violence psychologique intéresse particulièrement la Fondation. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous offre mes excuses profondes. Je ne parle pas français comme il faut, mais je suis sûre que vous me corrigez gentiment si j'ai fait les erreurs. Chers mesdames, messieurs, collègues,
Merci de m'avoir invité à cette conférence aujourd'hui. Puisque vous êtes toutes et tous des experts et que je ne suis pas, je serai bref. En fait, mon message ce matin est de la part de Madame Parker, membre fondateur de la Fondation Oak. Madame Parker a fait du soutien d'organisations de défense des droits des femmes à travers le monde l'œuvre de sa vie. Elle s'est toujours préoccupée notamment de la protection et de l'assistance des femmes victimes de violences domestiques. Elle soutient actuellement plus de 60 organisations dans le monde qui préviennent et qui luttent contre la violence conjugale. Nous avons récemment interrogé ces organisations. Vous connaissez bien, j'imagine, les chiffres. Et elles nous ont dit que vers près de 95% des femmes qu'elles aident sont victimes de coercition, de contrôle, d'abus psychologiques et économiques, ainsi que de violences physiques. Ces mêmes organisations nous ont dit que tout en fournissant un soutien émotionnel et psychologique aux victimes, leurs services ne sont pas spécialisés ou experts en abus psychologiques et économiques. Mais plus grave encore, la plupart des policières, des médecins, des avocats et des institutions financières ne savent pas comment identifier les abus psychologiques et économiques et comment réagir. C'est ça qui inquiète Madame Parker. Les données historiques remontant à 753 avant Jésus-Christ montrent que les lois romaines même acceptaient et toléraient que la femme soit battue. Historiquement, même si cette situation était considérée comme normale, les femmes savaient où se mettre à l'abri des conjoints abusifs, tels que dans les couvents et chez des amies bienveillantes. Mais ce n'est que dans les années 1960 que des abris et des services spécifiques ont commencé à ouvrir en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis lors, environ 140 pays ont adopté des lois pour protéger les citoyens contre la violence domestique. Il a fallu à la plupart des sociétés 2000 ans pour mettre en place des lois et des services visant à protéger les femmes de la violence physique dans le foyer. Mais nous savons que malgré ces lois et ces services, environ 35% des femmes dans le monde continuent à être victimes de violences physiques dans le foyer. Quand il s'agit d'abus psychologiques, la situation est encore plus dramatique. Bien qu'il n'y ait pas de données disponibles, les chiffres que nous avons montrent que 43% des femmes dans l'Union européenne ont été victimes de violences psychologiques à un moment ou l'autre de leur vie. Des études récentes en Grande-Bretagne et au Danemark ont démontré que la violence psychologique, les menaces et le contrôle sont de plus pertinents signes de meurtre potentiel que la violence physique. Cependant, beaucoup de femmes à qui nous avons parlé nous ont dit que des prestataires de services les avaient refusés parce qu'ils n'étaient pas victimes de violences physiques. Nous n'espérons pas d'attendre encore 2000 ans pour mettre en place des réponses pour les victimes d'abus psychologiques. Connaissant les risques et les dommages psychologiques encourus, il est primordial que nous étudions, comprenions, détections et traitions collectivement et efficacement les abus psychologiques. Nous avons remercié d'avoir apporté vos connaissances collectives, ainsi que votre expérience et votre engagement commun à cette conférence et à la recherche menée par le Dr. Eska et son équipe. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour Madame Parker.
aujourd'hui pour approfondir nos connaissances. À la Fondation Oak, nous croyons fermement qu'il est possible de mettre fin à la violence domestique sous toutes ses formes et nous avons hâte d'en apprendre davantage sur la façon d'y parvenir. Merci. Merci beaucoup. Nous vous avons réservé une matinée très chargée, mais nous vous avons aussi ménagé des espaces pour des questions, c'est promis. Avec les 2 premières présentations de la matinée, nous vous proposons un plongeon au cœur du travail clinique de l'UMPV, tout d'abord, puis une incursion dans le travail des différents professionnels du réseau Genevois confrontés aux violences psychologiques. 20 ans en 20 minutes, c'est le défi que je lance à mon collègue Emmanuel Escar, médecin adjoint responsable de l'UIMPV, afin qu'il retrace quelques-unes des étapes du développement de cette unité un peu particulière, mais surtout pour qu'il vous parle des situations de violences conjugales et de violences psychologiques rencontrées à l'unité au fil de ces années. Emmanuel. Bonjour mesdames, messieurs, merci Véronique, merci madame la directrice, merci professeur. Donc c'est vrai que j'ai la tâche ce matin d'essayer de vous résumer deux choses. La première, l'évolution de notre consultation interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence, et puis tout le travail de réflexion qui est fait depuis plusieurs années concernant les violences psychologiques et qui ont abouti à l'élaboration d'un protocole de recherche qui est en cours actuellement et en fin de première année. Alors merci d'être aussi nombreuses, aussi nombreux à cet anniversaire. Donc on voit qu'on a beaucoup d'amis intéressés par notre activité, mais surtout intéressés pour aider les victimes, les auteurs et les témoins de violences. Alors 20 ans, c'est accéder à une certaine maturité, à une certaine sérénité. Donc ça c'est quelque chose d'important. Alors peut-être que ce n'est pas aussi calme que dans cette photographie actuellement, dans notre activité qui est galopante, mais c'est aussi l'ouverture vers un horizon peut-être serein, ensoleillé, pour essayer d'aider le plus possible les personnes qui en ont le besoin. Alors, la consultation interdisciplinaire de médecine et prévention et des violences n'est pas née de rien. Hein. Donc, elle est née dans un terreau fertile, avec une conjonction d'éléments, de personnes investies dans la cause. Elle a été créée, en fait, dans sa conception donc en 1997, suite à la rencontre entre une vision politique sensible à la fois au champ social et sanitaire, hein, suite aussi à des enquêtes sur la santé mentale, et une médecine communautaire très en avance à Genève, s'intéressant à tous les déterminants de la santé, et puis dans une Genève qui est bien sûr humaniste pour les droits de l'homme, la paix et la résolution des conflits. Donc c'est vrai que notre consultation est assez unique, hein, et très genevoise, et le reste encore. Il y a très peu de consultations de notre type, en tout cas en Suisse, en Europe et dans le monde. Consultations à la fois interdisciplinaires et qui s'occupent à la fois des auteurs, des témoins et des victimes de violences de manière volontaire, hein, pour des soins volontaires. Alors d'emblée, il a été pris le parti d'une approche donc interdisciplinaire, centrée sur ces patients, hein, qui ne sont pas des patients comme les autres, hein, qui sont soumis à des situations de violence extrêmement difficiles et graves, et centrée sur les besoins de la communauté, en nous interrogeant sur nos propres pratiques, bien sûr, à adapter et à perfectionner. Donc c'est vrai que les fondateurs de cette consultation se sont inspirés de certains auteurs, mais il n'y avait pas de parents à qui s'identifier, parce que cette consultation n'existait pas, en tout cas en Suisse ou dans les pays environnants. Donc cette consultation était d'abord un objet non volant, non identifié. Voilà, elle a pris son envol, et maintenant, je crois que nos missions sont assez identifiées par la plupart des membres du réseau genevois et romand.
Donc création de l'idée plutôt en 97, ensuite première consultation en 98. Suite au développement de cette consultation, elle est devenue une unité en 2010, et puis en 2013, s'est rattachée une deuxième consultation pour victimes de torture et de guerre, qui est en partie financée par la Croix-Rouge suisse et qui vient renforcer notre activité globale. On a été reconnu justement en début d'année comme un centre de référence pour l'OMS dans le cadre de la VPA, la Violence Prevention Alliance, et puis notre consultation reste très attachée, reste rattachée à la médecine de premier recours et à la médecine communautaire, avec les modifications notamment actuelles au niveau des départements au sein de notre hôpital universitaire. Pourquoi? Parce qu'on est essentiellement une unité de soins ambulatoires et non pas une unité d'expertise ou d'autres types de travail. Alors, dans notre pratique clinique, il y a un modèle qui s'est développé, qui s'est amélioré, qui s'est étoffé au fur et à mesure des années, un modèle plutôt intégratif, biomédico-psychosocial, avec une perspective écosystémique qui a été utilisée avant qu'elle soit préconisée par l'OMS, dans un travail interdisciplinaire, intersectoriel. Mais parler des violences, c'est aussi vouloir les limiter, c'est pouvoir se référer bien sûr à des lois, à un positionnement éthique dans les soins, positionnement qui implique d'être engagé et qui prône la non-violence contre soi, contre les autres et contre l'environnement. Donc c'est vrai qu'on est un peu des moralistes quelquefois face à nos patients, mais voilà, c'est quelque chose d'important dans notre pratique clinique. Le but aussi de l'évolution de notre consultation, ça a été de rassembler des compétences diverses au service de toutes les personnes confrontées aux violences, mais aussi au service des professionnels concernés en première ligne par ces situations. Donc la consultation a pu être créée et se développer grâce au soutien et à l'engagement de pionniers, d'acteurs de terrain. Donc voilà, je remercie Dr Daniel Alperin d'être ici et de conclure aussi cette matinée. Il y a le professeur Stalder, bien sûr, qui a beaucoup fait pour le développement de la consultation et relayé par le professeur Gaspo, donc je tiens à les remercier. Et bien sûr, des hommes politiques très engagés dans la cause. Monsieur Guy-Olivier Segon, qui nous fait honneur aussi d'être présent aujourd'hui, a beaucoup fait pour soutenir la création de cette consultation. Les différents professionnels qui ont travaillé au cours des années ont beaucoup apporté également à cette consultation. Et puis je tiens à remercier bien sûr tous les membres de l'équipe actuelle, avec des remerciements très particuliers pour Sandrine Tinland, notre secrétaire, qui fait énormément de choses, un travail du titan depuis de nombreuses années et qui s'est beaucoup investi dans la préparation aussi de cette matinée. Merci Sandrine. Voilà, donc il y a eu le temps zéro, il y a eu les 10 ans de la consultation voilà, que Daniel Alperin avait organisé, dont l'issue a été un livre qui résumant un peu notre activité. Alors c'est intéressant de noter que pour ces 10 ans a été invité un tuteur de résilience, donc M. Boris Cyrulnik, pour faire une conférence. La thématique de cette conférence était les violences froides et l'empathie. Et j'ai revu un peu des éléments de cette conférence et il y avait un paragraphe, en tout cas un moment de cette conférence où il parlait du fait qu'on était tous potentiellement des pervers. Donc ça, c'est peut-être une question que je pourrais poser tout à l'heure au professeur Michaud. Voilà, est-ce que je suis pervers, donc je suis voilà, selon voilà. C'est une question à répondre. Donc l'évolution du temps a fait que nous avons beaucoup publié de choses sur la thématique des violences, l'OMS également, avec une adaptation bien sûr des recommandations et des préconisations au fur et à mesure des années. Et puis il y a 3 ans, nous avons déménagé à proximité de l'hôpital, on a quitté l'hôpital. Et en même temps, notre activité de consultation ambulatoire s'est beaucoup développée, avec un peu moins une activité de consultation de liaison qu'on avait plus auparavant, où on intervenait plus comme pompier aussi dans les services au niveau de l'hôpital universitaire, et selon un modèle actif en 2 ou 3 consultations. Maintenant, c'est vrai qu'on fait plus de suivi à moyen terme pour les personnes confrontées aux situations de violence, ce qui correspond beaucoup plus à leurs besoins. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas traiter, prévenir la violence en 2 ou 3 consultations. Alors, la thématique que je dois introduire ce matin concerne les violences psychologiques et notamment les violences psychologiques conjugales.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu notre réflexion qui s'est développée ces dernières années sur cette thématique. Et on a essayé de se questionner sur, voilà, est-ce qu'actuellement il y a une définition qui est très claire sur ces violences psychologiques, quels sont les besoins dans ce domaine. Et si on regarde bien, il n'y a pas de définition simple, générale, universelle. Pour les violences physiques, c'est quand même assez clair. Pour les violences psychologiques, ça reste assez flou. D'autant plus qu'en Suisse, il n'y a pas, par exemple, d'article de loi au niveau pénal qui interdit notamment, par exemple, le harcèlement au sein du couple. Alors, un pays qui est voisin à la France essaye de définir ce que c'est qu'un harcèlement au sein du couple. Quand vous regardez la définition, ça ne vous apporte pas grand-chose de plus pour vraiment connaître ce que sont les violences psychologiques. Donc des actes répétés qui peuvent être constitués de paroles et ou d'autres agissements, d'une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale. Donc si vous tombez sous le coup de cet article, vous risquez dans des situations les plus graves, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà, donc je crois que c'est important de pouvoir quand même mieux définir ces violences psychologiques pour cette raison. Donc cette définition et puis son application telle qu'elle a été en France a posé de nombreux problèmes, donc au niveau de la définition qui quand même reste assez floue, au niveau de la preuve, nécessité de certifier ces violences psychologiques, les objectiver. Alors comment les objectiver du côté de la victime alors que par exemple l'auteur ne reconnaît pas? Mieux objectiver les conséquences spécifiques de ces violences, et puis de l'existence ou pas d'un danger. Quand il y a des menaces, quelquefois, on ne sait pas trop si c'est vraiment une situation dangereuse ou pas, est-ce que c'est des menaces en l'air, etc. Et le problème, c'est que souvent, ces violences psychologiques interviennent dans des relations asymétriques, où il y a des différences de pouvoir et de contrôle, avec des effets de groupe fréquents. Et il faudrait finalement aussi pouvoir interroger tout le groupe qui peut participer à ces violences psychologiques, en être témoin, en les favoriser ou peut-être les limiter d'une certaine manière. Donc vous voyez que c'est une expertise qui est assez difficile dans ces cas. Chose encore plus compliquée, les violences psychologiques peuvent être certes réelles, mais elles peuvent être imaginaires, elles peuvent être symboliques, elles peuvent être virtuelles. On parle aussi dans la littérature de violences idéiques, allégoriques, et elles peuvent être un avatar de violence sociale. Probablement le professeur Michaud vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais même dans ces cas, elles peuvent faire trace, donc elles peuvent avoir des conséquences, même si elles sont dans un univers de la perception sans objet, qu'on appelle en psychologie, ce qui peut poser problème pour nous qui sommes dans une clinique du réel et quelquefois où on ne voit que la victime et on n'entend que son discours. Ça peut poser un réel problème et on peut se fourvoyer des fois dans ces situations. Alors, en quoi notre pratique clinique nous aide à essayer de mieux comprendre ce que sont les violences psychologiques? Alors, dans notre unité, on reçoit tout type de violences. On reçoit un certain nombre, je vous montrerai tout à l'heure quelques chiffres de personnes, et notamment de femmes victimes de violences physiques. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que des violences peuvent en cacher d'autres. Fréquemment, quand on voit des constats de coups aux urgences, tout l'aspect aussi des violences psychologiques n'y figure pas. Puis bon, les conséquences psychologiques non plus n'y figurent pas tellement. Donc il y a des choses à améliorer. Donc pas oublier qu'un train peut en cacher un autre. Bien sûr, il y a beaucoup de situations où il y a des violences psychologiques seules, sans forcément laisser des traces, mais elles peuvent avoir un impact extrêmement important sur la santé. C'est ce qu'on appelle tout le domaine des violences invisibles, subtiles, où il y a une puissance derrière, cachée derrière ça qu'il faut pas oublier, des rapports de pouvoir. Quelquefois, dans nos situations que l'on voit, il est difficile de savoir si c'est de la manipulation, si c'est de la persuasion. On est tous plus ou moins sous influence, on influence tous plus ou moins différentes personnes. Qu'est-ce qui est de l'ordre plutôt de la normale, du pathologique, qu'est-ce qui est de l'ordre du relationnel normal dans notre société. Donc il ne faut pas oublier souvent que quand il y a des violences psychologiques, c'est souvent dans les différents sens. Donc ça peut être un homme qui est victime, une femme qui est victime, ça peut être dans les deux sens. Et bien sûr, les enfants peuvent être le plus souvent bien sûr victimes de violences psychologiques, mais quelquefois également auteurs de violences psychologiques au fur et à mesure qu'ils grandissent, et surtout s'ils ont grandi dans des situations de maltraitance.
Nous, on s'est interrogé aussi sur les différents types de violences psychologiques au travail. On reçoit aussi des victimes de harcèlement psychologique, alors soit de manière transversale, verticale, faisant suite à un rapport de travail. Donc là, il y a différents termes anglais qui sont utilisés pour ça. Et dans la littérature, il y a eu beaucoup d'articles écrits là-dessus, et c'est intéressant aussi de s'en inspirer pour mieux comprendre les violences psychologiques conjugales. Il y a aussi des violences psychologiques plutôt communautaires, dirigées contre une communauté. Alors, c'est quelque chose qui se développe dans les pays occidentaux, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie. C'est des choses qui sont encore très, très présentes, comme vous pouvez le voir dans la presse. Il y a tout ce qui concerne aussi les inégalités de genre, le sexisme. Le combat n'est pas terminé, loin de là. Donc c'est une forme aussi de violence psychologique qui nous apprend aussi beaucoup de choses. Violence psychologique chez les jeunes, entre jeunes, avec de nouvelles armes à disposition. Donc ça, c'est des choses qu'on constate dans nos consultations et qui changent la donne. Nous avons reçu aussi des victimes d'emprise au niveau sectaire, il y a aussi des embrigadements au niveau religieux, au niveau politique, alors c'est souvent moins reconnu. On assiste à beaucoup de violences psychologiques aussi dans le parcours du combattant, des victimes, des auteurs et des témoins de violence, des usagers aussi des soins, avec des possibilités de violence institutionnelle. Donc, c'est vrai que les patients que l'on voit peuvent prendre une douche à différents niveaux dans les institutions, alors des fois à l'hôpital, des fois à la police, à la justice, ou bien quand ces personnes doivent être expulsées ou ne savent pas où loger, etc. Il y a aussi quelquefois des violences psychologiques institutionnelles auxquelles on assiste. Donc nous avons la chance aussi d'avoir une consultation pour victimes de torture, et parmi les tortures, il y a aussi les tortures morales, psychologiques, et il y a des personnes qui en sont victimes avec des mécanismes très très complexes. Et cette consultation enrichit aussi notre raisonnement sur le sujet. Et puis il ne faut pas oublier aussi toutes les violences psychologiques plutôt auto-agressives, qui sont extrêmement fréquentes, qui peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires, voire à des tentatives de suicide. Comme vous dit la diapo, voilà, je suis nul, ça c'est peut-être déjà une violence psychologique, même si ça peut être une conséquence des violences. Il ne faut pas oublier aussi de les détecter et de les traiter. Alors, quelques statistiques sur notre consultation, qui est un observatoire des violences psychologiques depuis 20 ans. Alors, en dehors des statistiques de la consultation torture et guerre, on a soutenu 8835 personnes au 31 mai de cette année pour environ 41 000 consultations réalisées, avec 85% de victimes et 85% de femmes reçues, avec une tendance ces 5 dernières années de recevoir plus d'hommes et de recevoir plus d'auteurs de violences. Les violences domestiques au total représentent à peu près 2/3 de notre échantillonnage, avec une fréquence des violences conjugales qui augmente dans les 5 dernières années. Notre activité de consultation grimpe énormément depuis à peu près de 2013. On est passé de 1800 cas à 2753. Si on se projette pour 2018, à partir des statistiques du premier semestre, on arrive à 3300 consultations, avec un nombre finalement de patients pris en charge à peu près équivalent au niveau des années, oscillant entre 500 et 600. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, pour chaque patient, il y a beaucoup plus de consultations qu'avant, et pour une durée de suivi qui est beaucoup plus importante. Donc les violences conjugales représentent actuellement environ 80% des situations de violence domestique. Il y a eu une période entre 2008 et 2012 où il y a eu beaucoup plus de cas concernant les enfants, qui ont été signalés, etc. Donc, durant ces 20 dernières années, on a utilisé 2 dossiers dans notre consultation. Il y a eu une première période avec un dossier très complexe qui faisait une vingtaine de pages, où des statistiques ont pu être extraites de ces dossiers sur notamment 2790 femmes victimes de violences conjugales. Et puis une deuxième période avec un dossier un peu plus succinct, mais avec beaucoup plus d'items concernant les violences psychologiques qui ont été analysé avec 764 femmes, et je vais vous présenter plutôt cette deuxième période au niveau des statistiques.
Dans cette deuxième période, on a enregistré 16 items concernant les violences psychologiques. On a rajouté notamment des items concernant, par exemple, les menaces de suicide, par rapport à l'infantilisation ou la manipulation. On a essayé d'améliorer les items qui peuvent cerner ces violences psychologiques. Donc vous avez la grille actuellement qu'on utilise. Et voilà, vous voyez 16 violences psychologiques différentes possibles. Alors, dans cette analyse sur les 6 dernières années, donc sur 764 femmes victimes de violences conjugales, on a une moyenne d'âge de 37 ans, qui est à peu près assez stable par rapport à la précédente période d'analyse, avec un âge variant entre 16 et 85 ans. Ce qui est intéressant au niveau des statistiques, c'est de voir qu'on a beaucoup plus que dans la population cantonale de femmes non mariées, donc on a à peu près 47%, et puis beaucoup plus de situations de femmes avec enfants par rapport au reste de la population cantonale. Donc à peu près 53% de femmes reçues avec des enfants. On a à peu près 20% de notre échantillon qui sont des citoyennes suisses. Alors c'est intéressant de voir donc, en effet que les étrangères payent un lourd tribut concernant ces violences conjugales, en tout cas qu'on consulte aussi pour cela, avec à peu près 10% aussi de femmes clandestines et sans papier. Parmi tous nos dossiers, on a à peu près 96% des cas où il y a des violences psychologiques, donc vous voyez que c'est presque du 100%. Donc c'est plutôt en hausse par rapport à la première période d'analyse. Alors peut-être qu'on les détecte mieux, ça c'est clair. Mais les violences physiques sont aussi assez fréquentes. 82,6% de nos dossiers, il y a des violences physiques. Comme quoi ce qu'on appelait avant le syndrome des femmes battues n'a pas disparu. Les violences sexuelles sont assez stables à 14%. Et puis c'est intéressant de voir que dans un tiers des cas, il y a des violences matérielles et ou économiques. Alors, dans le top 3 des violences psychologiques, donc il y a les cris, hurlements, les insultes dénigrants, c'est presque dans un cas sur 2. Et dans ce listing, c'est intéressant de voir que les menaces de mort rajoutées aux menaces de suicide, qui sont des facteurs de gravité, représentent à peu près 30% des situations. Donc ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte dans ces situations. Il peut y avoir une co-occurrence des différents types de violences. Donc on voit que seulement dans 15% des situations, il y a des violences psychologiques qui sont isolées. Donc c'est un chiffre qui est en augmentation. Dans nos premières phases d'analyse, ce chiffre était à 8%. Et on voit que les violences psychologiques sont très souvent associées, bien sûr, aux violences physiques. Et quand on regarde les violences sexuelles, il n'y a pas de violence sexuelle sans violence psychologique associée dans nos chiffres. Donc ces dernières années, on a recensé les différents types de violences. Donc ça, c'est des exemples, un listing qu'on utilise dans nos cours, notamment pour les étudiants en médecine. Alors, quand ils regardent ce listing, la première chose qu'ils nous disent, voilà, on est tous auteurs, victimes et témoins de violence. On a tous peut-être infantilisé quelqu'un, boudé à un moment donné, être auteur de brimades, indifférence, etc. Donc vous voyez tout le listing qu'on a fait à partir de notre pratique clinique de ces situations de violence, avec des possibilités de mécanismes complexes de manipulation, d'emprise, voire de torture morale dans certaines situations. Alors, comme vous pouvez le deviner, il faudrait pouvoir définir tous ces termes un par un. C'est ce que ma collègue Mélinée Schindler a essayé de faire aussi dans la recherche. Le problème est pour certains critères de définir à partir de quand ils sont de la violence. Par exemple, si on regarde la jalousie, l'infantilisation, l'influence, et selon quels critères de fréquence et d'intensité. Et ceci n'est pas du tout précisé dans nos grilles d'évaluation. Donc c'est vrai que nous, quand on coche infantilisation, voilà, il n'y a pas un seuil à partir de lequel on peut cocher ou pas cocher. Et ça reste très subjectif, aussi bien du côté des patients que du côté des professionnels. Voilà, donc tout ce questionnement clinique nous a amené à essayer de pouvoir répondre à certaines questions, d'où l'intérêt de cette recherche. Donc pour nous, dans notre pratique, les violences psychologiques sont fréquentes, sont très peu recherchées en pratique courante, notamment par les médecins, les soignants. Et puis il n'y a pas de formation spécifique dans ce domaine. C'est un peu pareil pour les constats psychologiques. Il y a des formations pour les constats physiques, mais pas tellement pour les constats psychologiques. Donc il y a un problème des représentations et des définitions relatives aux violences psychologiques.
intensité, fréquence, les intentions de l'auteur, les facteurs de gravité. Les professionnels ont bien sûr dans ce domaine du mal à se risquer dans des zones chronophages où ils ont le sentiment d'être moins efficaces. Faire un constat de violence physique, voilà, c'est peut-être beaucoup plus facile, ça prend certainement moins de temps que de faire un rapport de toutes les conséquences psychologiques et les violences psychologiques. Ces violences psychologiques ont un impact sur la santé et la société, avec des effets de longue durée possibles, et notamment aussi sur les témoins de violences psychologiques. Donc, notre constat, c'est aussi de voir qu'il y a beaucoup de types différents de violences psychologiques, notamment grâce aux nouveaux moyens technologiques, et que les violences instrumentales semblent en augmentation. C'est comment manipuler l'autre pour arriver à ses fins. Et que peut-être les nouvelles formes de couple aussi ont pu augmenter ces violences. Donc on a un certain nombre de couples, par exemple binationaux, ou avec une très grande différence d'âge, où on a des situations de conflit et de violence. Donc ça, nous, on n'a pas pu le prouver scientifiquement, mais ça serait intéressant de faire des études là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des patients, il y a un sentiment aussi d'insécurité croissant, parce qu'il y a une baisse du seuil, finalement, de tolérance de ces violences psychologiques, de même que les risques psychiques des interventions sont quelque chose qu'on aborde de plus en plus dans les soins, notre effet, quand on intervient pour ces victimes ou ces auteurs. Il y a des spécificités au niveau de la complexité, la détection, du traitement, et puis des facteurs relationnels et socioculturels en jeu qu'il faut analyser dans les recherches. Donc pour nous, c'est une exigence clinique, c'est d'améliorer la qualité des soins, la détection ciblée et la prise en charge de ces violences psychologiques. Pouvoir mieux les décrire les mécanismes en jeu, et prendre le temps justement de mettre du sens dans ces violences, mieux se positionner vis-à-vis d'elles, comment mieux les traiter également, et puis comment mieux comprendre aussi ce qui favorise du côté des victimes ces violences psychologiques, une sorte un peu de manque de protection interne des victimes, et du côté agresseur aussi des victimes, parce que certaines victimes sont aussi violentes psychologiquement contre elles-mêmes et contre les autres. Et puis c'est important de faire attention aux violences psychologiques subies et agies dans ces situations par les professionnels, les institutions et les systèmes. Voilà un petit peu un retour d'expérience clinique, et puis corrélé au contexte de ces violences psychologiques. Et bien sûr, pour avoir des preuves, il faut aussi qu'il y ait des recherches qui soient faites pour corroborer ou non nos impressions cliniques sur le terrain. Voilà, donc il y a du travail sur la planche. Donc bienvenue au futur par rapport à notre consultation. Là, je suis assez serein vu le nombre de consultations qui grimpent. Rendez-vous peut-être dans 10 ans, ou peut-être qu'à ce moment-là, le thème, ce sera les violences de l'intelligence artificielle ou des robots, etc. Peut-être qu'on devra utiliser des grilles aussi de prédiction de la résilience ou de la récidive, etc. Mais on aura le temps de s'y préparer. Merci de votre attention, puis surtout une bonne matinée scientifique. Définir, identifier, quantifier les violences psychologiques n'est pas une tâche aisée. Mais vous savez également que dire ces violences, les mettre en mots, s'avère un défi tout aussi complexe. Pour les victimes d'abord, mais aussi pour les différents professionnels qui font quelque part le succès, ou non, d'un réseau. J'ai donc le plaisir de céder la parole à ma collègue Mélinée Schindler, qui depuis maintenant une année décortique avec son regard acéré de sociologue les pratiques des professionnels de la santé, du travail social et de la justice face aux violences psychologiques. Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de vous présenter les premiers résultats de recherche sur ce projet qui s'intitule « Définir et dépister la violence psychologique au sein du couple, pratiques professionnelles croisées dans les domaines de la santé, du travail social et de la justice ». Donc cette recherche est co-dirigée par Emmanuel Escar et Véronique Jacquier. Donc il faut savoir qu'au cours des 40 dernières années, les concepts de violence ont considérablement évolué. Donc ils se sont élargis à des réalités autres que la violence physique. Donc la violence psychologique, elle a d'abord été considérée comme une conséquence des autres formes de violence plus évidentes,
type physique ou encore sexuel. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on va établir en fait leur impact majeur sur la santé, même à l'absence en fait des autres formes de violence. Donc aujourd'hui, les violences psychologiques, elles figurent clairement au rang des formes de violences reconnues dans les institutions de santé, du travail social et de la justice. Donc je vais tout d'abord vous parler de notre projet de recherche. Donc projet de recherche qui est né grâce à la Fondation Hawke, qui travaille depuis de longues années sur les questions de prévention de la violence envers les femmes et les enfants. Donc dans le but de travailler spécifiquement la thématique des violences psychologiques dans le couple, la Fondation Hawke a proposé de cofinancer une recherche au sein de l'UIMPV qui combine une approche clinique et une approche de recherche. Donc ce projet bénéficie d'un financement privé-public de la Fondation Hawke, du département de médecine communautaire des premiers recours et des urgences, DHUG, et du Centre roman de recherche en criminologie de l'Université de Neuchâtel. Donc ce travail s'inscrit véritablement dans un partenariat chercheurs-praticiens qui réunit l'UMPV et le CRRC. Donc nos objectifs principaux de recherche sont de développer et de définir de développer en fait une définition fonctionnelle commune de la violence psychologique pour faciliter les processus de dépistage et les stratégies d'intervention, d'examiner les expériences de violence psychologique envers les femmes et les besoins spécifiques aussi d'intervention en combinant un questionnaire statistique et des entrevues biographiques, et aussi d'améliorer les processus de dépistage et d'intervention afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes et aussi des professionnels. Donc, afin de répondre à ces objectifs, ce projet se déploie sur 3 axes de travail. Un premier axe qui cible plus les professionnels au moyen de groupes de discussion, de focus group et d'entretien avec des intervenants de la collectivité. Donc, les intervenants questionnés travaillent toutes et tous avec des femmes victimes de violences psychologiques dans les milieux communautaires, associatifs, de soins de santé ou encore dans les milieux d'aide aux victimes. Donc les participants, ils ont été identifiés par l'équipe de recherche et ils ont été interrogés sur leur expérience professionnelle, leur perception des définitions de la violence psychologique et leur perception des processus de dépistage et des stratégies d'intervention. Donc le deuxième axe de travail, il cible plutôt, lui, les femmes vivant des violences psychologiques chroniques au sein de leur couple, en combinant une approche qualitative et une approche quantitative. Donc à ce moment-là, nous allons réaliser une enquête auprès des femmes adultes recevant des services à l'UMPV ou dans d'autres lieux de soins, afin d'essayer de qualifier leur expérience de la violence psychologique et leurs besoins spécifiques d'intervention. Notre troisième axe de travail, il cible plus directement la communauté dans son ensemble, aussi bien les participants que les professionnels ou encore les autorités. Donc à ce moment-là, il s'agira d'essayer de développer différents matériaux de sensibilisation, de formation et de créer des opportunités d'échange et de co-construction. Donc, pour construire une enquête et les matériaux de recherche, par exemple les guides d'entretien, nous procédons tout d'abord par une revue de la littérature, donc une analyse documentaire. Donc on a effectué cette analyse pour essayer de délimiter le champ de recherche. On a essayé de classifier les termes, d'établir une gradation en termes d'intensité des définitions et de décortiquer les niveaux micro, macro de la violence en termes d'actes ou de processus. Donc cette analyse de la littérature, elle a mis en évidence plus de 60 termes distincts considérés comme relevés de la violence psychologique. Donc on distingue 2 types de travaux, des travaux conceptuels qui proposent des catégorisations théoriques de différents actes de violence psychologique et des travaux plus analytiques qui proposent des regroupements statistiques de différents items représentant des actes de violence psychologique. Donc finalement, les définitions proposées sont principalement évoquées en termes de comportement et d'attitude, de dynamique, d'impact, de gradation et de seuil. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'enquête qualitative menée auprès des professionnels de la santé, du travail social et de la justice. Donc je vais vous présenter les premiers résultats d'enquête qui portent uniquement vraiment sur ce travail fait auprès des professionnels.
Donc, dans cette partie spécifique, on va s'interroger sur la pratique professionnelle des intervenants qui travaillent avec les victimes de violences conjugales dans les secteurs de la santé, du travail social et de la justice au sens large. Donc, il faut savoir que dans chacun de ces secteurs en fait, pose un regard particulier sur les violences psychologiques au sein du couple. Le secteur de la santé essaye d'identifier et de traiter les impacts de la violence dans le sens du soulagement de la souffrance des personnes. Le travail social essaye de mettre en œuvre les mesures de protection et de soutien par l'accompagnement au quotidien des gens. Et la justice essaye de traduire l'expérience vécue en fait selon le droit. Mais il faut savoir que ce travail entre ces trois secteurs, il n'est pas clivé. La justice, elle est aussi confrontée à l'accompagnement social des gens. Le travail social, il effectue aussi du soin grâce à l'accompagnement relationnel des personnes. Et la santé, elle s'intéresse aussi aux questions socio-judiciaires lorsqu'on évoque, par exemple, les rapports ou encore les constats. Donc, il y a une véritable importance du travail intersectoriel, interprofessionnel et interdisciplinaire dans ces trois secteurs. Donc, on a mené 10 focus group et 8 entretiens dans les secteurs de la santé, à l'UIMPV, l'UMV, le planning familial, la maternité, la prise en charge couple et famille. Dans le secteur du social, dans les foyers d'hébergement, à la ligne téléphonique de soutien et dans les secteurs de la justice et des services de l'État, dans le domaine de l'égalité, la justice civile et pénale, l'aide aux victimes, la police et encore la protection des mineurs. Donc on a interrogé 65 participants en tout, 48 femmes et 17 hommes, âgés de 21 à 60 ans. Et tous les participants ont une grande diversité des professions, ils viennent de différentes disciplines et ont des parcours professionnels assez variés. Donc pour la récolte de données, on a procédé à l'enregistrement de l'ensemble des propos des participants dans les focus group et les entretiens, et ces propos, on les a intégralement retranscrits. On a ensuite procédé à une analyse thématique sur la base de ces retranscriptions, c'est-à-dire qu'on a fait ressortir les thèmes importants pour mieux se faire en fait une meilleure idée de comment les professionnels y perçoivent la thématique des violences psychologiques, comment en fait ils définissent ces violences psychologiques et qu'est-ce qui serait à améliorer en fait dans la pratique. Donc, pour commencer, les résultats, une liste de différents termes qui servent à qualifier les violences ont été énoncés par les professionnels. Donc à ce stade, les violences, elles n'ont pas été spécifiquement catégorisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été spécifiquement ordonnées ou distribuées selon un ordre précis. Par exemple, on peut voir que le dénigrement, les injures, le mépris, l'ironie, le rabaissement ou encore les menaces sont possibles grâce au langage verbal ou non verbal. L'isolement, l'emprise, le contrôle, la manipulation sont possibles grâce à des types de comportements ou à des stratégies. La jalousie, le harcèlement peuvent être visibles à cause du téléphone, par exemple. Et la violence psychologique parentale, elle est visible par l'utilisation des enfants, par exemple, dans la relation. Donc, tous les participants, ils s'accordent plus ou moins à dire que la violence psychologique, c'est un comportement, tout d'abord, qui peut être menaçant, dénigrant, qui peut être très subtil ou insidieux. Ça peut aussi être une attitude par le ton, les mimiques ou encore le langage non verbal. Ça peut être une manière d'être, dans l'incapacité qu'on a à reconnaître la souffrance de l'autre. Ça peut être un processus où il y a des phases, des répétitions, une escalade de la gravité avec des étapes qui mènent à d'autres étapes, ou encore une accumulation des violences. Ça peut être un climat, une ambiance relationnelle au sein du couple ou de la famille, un jeu relationnel entre les partenaires. Donc la violence psychologique, elle est aussi subjective pour les participants, cela dépend du vécu de la personne. Souvent, la violence psychologique est en interaction avec d'autres formes de violence. Les formes de violence, en fait, ne sont que très rarement isolées. Elle peut être délétère pour les personnes qui en sont victimes. Elle entraîne peur, angoisse, atteinte à la santé, perte de la bonne estime de soi, perte de la reconnaissance de ses propres compétences, du stress. Elle peut être durable. La violence psychologique, elle est difficile à arrêter, elle perdure à distance. Elle est aussi invisible. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on peut vivre de la violence psychologique, et cette forme de violence, elle est en lien avec des facteurs de risque ou des vulnérabilités psychosociales, mais il faut savoir que toutes les personnes qui vivent cette forme de violence, elles n'ont pas forcément ces facteurs de risque. Ce qui a été plus discuté par les participants, c'est tout d'abord en fait notre question de recherche. La violence psychologique envers les femmes dans le couple, est-ce vraiment la bonne question ?
Donc ce questionnement sur les femmes, pour certains participants, était trop restrictif. Pour eux, il fallait aussi parler en fait des autres catégories, des hommes, des jeunes, des personnes âgées, des migrants, des témoins de violence. L'impact aussi sur les victimes a été beaucoup discuté. Les participants, ils ont fait remarquer qu'en fait, certaines personnes peuvent vivre de grandes violences et avoir un petit impact sur leur santé, ou que d'autres peuvent vivre des petites violences et avoir un très grand impact sur la santé. L'intentionnalité de l'auteur a aussi été discutée. Certains ont évoqué le fait qu'on n'est pas vraiment dans la tête des auteurs, donc ça serait difficile de se prononcer vraiment sur cette intentionnalité. La gravité, aussi l'intensité a été discutée. Certains se sont interrogés sur le fait que est-ce que la violence psychologique, elle fait vraiment plus mal que la violence physique? Est-ce qu'elle est vraiment plus perverse? Et la question de la preuve, donc tout le monde s'accorde quand même à dire que juridiquement, c'est très difficile à prouver. Mais certains, ils estiment qu'il n'y a pas de preuve objective. D'autres pensent qu'il n'y a pas de preuve objective, sauf l'état de stress. Et certains estiment qu'on pourrait quand même établir de meilleurs constats psychologiques sur cette thématique. Alors, les différents participants ont différentes conceptions des violences dans les relations. Certains estiment qu'il y a une asymétrie relationnelle, une asymétrie de genre dans les relations violentes, tandis que d'autres pensent qu'il y a plutôt une circularité des violences dans les relations, c'est-à-dire qu'il existe des violences qui coexistent de tous les côtés des relations sociales. Certains ont aussi différentes conceptions en ce qui concerne la catégorisation, donc que ce soit des auteurs, des victimes ou encore des différents types de violences. Certains sont pour une construction des catégories, de typologie ou encore de listing de comportements ou d'attitudes violentes, et d'autres préfèrent ne pas catégoriser les violences ou les personnes violentes, car ça ne serait pas suffisamment inclusif ou réaliste. Donc certains estiment qu'il faut des critères de gravité, par exemple, de dangerosité, par rapport à d'autres participants qui préfèrent partir du vécu des gens, des personnes, avec l'idée que les violences psychologiques, elles sont toutes différentes selon les situations pour les mêmes catégories de violences. Donc finalement, comment catégoriser le vécu? Donc certains participants estiment que c'est une pondération entre le vécu, l'expérience clinique, la structure professionnelle. D'autres pensent que pour chaque personne, les violences sont différentes. C'est pourquoi, il faut construire une définition pour chaque situation rencontrée. Et d'autres pensent qu'il y a vraiment l'importance du tiers pour pouvoir définir les violences, c'est-à-dire l'importance de la confrontation sociale pour arriver à qualifier les violences psychologiques. Finalement, certains risques ont été évoqués, des risques pour les patients, les résidents, les victimes, des risques de victimisation secondaire, de violences institutionnelles, des risques pour les soignants et les intervenants, dans le sens de l'instrumentalisation lors de la procédure, ou encore l'instrumentalisation dans la relation à l'autre, ou encore des risques un peu plus sociétaux, plus globaux de banalisation sociale de cette thématique. Et les besoins, donc différents besoins ont été évoqués, des besoins de formation, d'information, de sensibilisation et de prévention, de confrontation et de continuer à discuter sur cette thématique, de temps pour justement pouvoir confronter, discuter ou bien traiter les patients et les personnes. Certains ont évoqué la volonté d'avoir plus de checklists, de typologies détaillées, de paliers mieux définis, et d'autres aussi pensent qu'il faut, au niveau sociétal, travailler mieux les représentations et les stéréotypes de tout le monde. Donc je vais terminer cette présentation par les pistes de réflexion et les prochaines étapes. Donc il faut quand même savoir qu'un grand travail a été effectué dans le cadre des violences domestiques et conjugales à Genève, en termes de prévention, d'aide aux victimes, de définition. Maintenant, il s'agit d'enrichir et de continuer à avancer sur ces nouvelles problématiques pour mieux réussir à qualifier les violences psychologiques, mieux valider ce type de souffrance et mieux se positionner sur cette thématique. Donc, nous, on a remarqué qu'il existe une tension entre une définition en tant qu'outil thérapeutique utilisable pour les victimes et les auteurs dans le cadre de la thérapie, et une définition plus médico-légale, objective, utilisable faite pour les autres intervenants. Donc dès lors, on doit vraiment s'interroger sur la pertinence et la possibilité de travailler sur un langage commun et de développer des outils partagés. Donc au-delà aussi des spécificités propres à chaque lieu de travail et à chaque pratique professionnelle, le traitement des violences psychologiques nécessite un cadre de travail spécifique qui propose du temps pour traiter et accompagner de manière adéquate les patients et les bénéficiaires, et un management tourné vers l'horizontalité
vers l'interdisciplinarité pour ne surtout pas figer les raisonnements et rester très ouvert en fait à toutes les formes que peuvent prendre ce type de violence. Donc nos prochaines étapes de recherche, on va commencer l'année 2. Donc on va organiser une rencontre avec les professionnels pour une discussion autour des premiers résultats qui devraient s'organiser en septembre de cette année. On va commencer l'enquête auprès des femmes victimes avec des entretiens et la passation d'un questionnaire. Et l'année 3, on va faire une diffusion des résultats au réseau et à la communauté scientifique. Et on va développer des matériaux de sensibilisation, de formation et de prévention. Et aussi, on va réorganiser une rencontre scientifique. Je voulais tout d'abord remercier les participants à cette recherche qui ont été tout particulièrement ouverts. Ça a été très agréable et je les en remercie vraiment. Et voilà, on a reçu un très bon accueil pour ce travail. Donc encore une fois, merci à tous. Merci Béliné. Je vous l'avais promis, un temps pour les questions. Concernant nos 2 premiers intervenants de la matinée, donc sous des aspects plus quantitatifs, combien de violences, quel type de violence, ou sur des aspects plus qualitatifs sur le travail des professionnels et ces premiers résultats qu'on vous livre en primaire. Est-ce que quelqu'un se lance ? Là. Merci. Merci. Je m'appelle Gustave Desarnaud, je travaille comme juriste dans une institution qui reçoit beaucoup de personnes, des couples, des gens qui ont des problèmes juridiques, des choses par rapport à la séparation, par rapport à des violences. Je trouve que d'une manière générale, le discours et les recherches sont un petit peu trop limitatifs par rapport à ces questions de violence qui concernent vraiment pas que les femmes. Elles concernent beaucoup les femmes, malheureusement, mais elles concernent aussi beaucoup d'autres personnes. Moi, ça fait aussi 20 ans que je travaille comme juriste dans ce domaine. Et je vois aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes d'une violence et qui est plus difficile à formuler, qui est plus difficile culturellement aussi souvent à évoquer et à traiter. Et je crois que malheureusement, ces questions de violence, elles viennent aussi souvent de la famille. Pour moi, la famille d'origine est pathogène souvent dans ces questions de violence. Et je trouve qu'il faut aussi beaucoup insister là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un problème très important. Je regrette un tout petit peu que même si que le financement et les recherches soient plus axés sur les violences contre les femmes. La Fondation Hawke, je la connais aussi. Et je trouve très bien qu'on s'occupe de cette question de manière générale. Mais c'est vrai que même si je constate qu'effectivement il y a 48 femmes et 17 hommes dans l'étude, et ce que je trouve tout à fait positif, mais c'est vraiment la violence est inacceptable sous toutes ses formes. Et malheureusement, elle concerne beaucoup de personnes et pas que les femmes. Voilà. Merci. Tu veux répondre ? Moi, j'ai bien. Alors, c'est clair, on a été ouvert sur le financement. Je pense qu'il y a une certaine pertinence à traiter les questions séparément. Maintenant, comme partout, vous le saurez, c'est un concours au financement. Il y a d'autres domaines dans lesquels on s'est concentré sur les hommes. Dans celui-là, c'est vrai qu'on se concentre sur les femmes. Mais l'idée, c'est aussi de développer des matériaux qui sont transversaux. Et je crois qu'on est tous d'accord que la violence est inacceptable, quelles que soient ses circonstances. Il y a une question derrière. Merci. Merci, bonjour. Claudine Gachet, Association Face à Face. J'ai bien aimé l'intervention de monsieur tout à l'heure, évidemment, qui parle justement des autres formes de violence que peut subir ou agir concernant les femmes, auteurs de violences. Je suis très navrée parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un très grand retour en arrière par rapport au travail qui peut être fait avec les femmes auteurs de violences, chose qu'on fait à Face, puisque dans tous les cantons, les violences domestiques sont rattachées donc, au bureau de l'égalité. Pardon, je vais y arriver.
Or, le Bureau de l'égalité, malgré tous leurs efforts d'avoir une vision globale, ils sont quand même vraiment orientés femmes victimes. Alors moi, je peux vous assurer vraiment que les femmes qui viennent à face, elles viennent, volontairement, elles ne veulent pas se percevoir comme des victimes, hein, et que je pense que tant qu'on n'aura pas cette vision holistique, cette vision globale concernant la violence, c'est-à-dire une prise en charge qui prend en compte, oui, les auteurs, mais aussi la part victime. C'est ce qu'on fait à face avec ces femmes. Et je pense vraiment que ce qui m'attriste aussi également, c'est que j'ai participé à Berne dernièrement à une réunion nationale, et là on a pu voir que les financements étaient entravés si on voulait s'occuper des femmes auteurs de violences. Et ça, je trouve ça vraiment gravissime, et j'aimerais bien que la Fondation O, qui nous a beaucoup soutenus pour nos ados, pour nos adolescents, puisse aussi s'occuper des femmes auteurs de violences. En plus, malheureusement, ce n'est pas à la mode de parler de ça, et je trouve vraiment dommageable, et j'aimerais bien que les institutions, ceux qui peuvent donner des fonds, puissent s'intéresser à ça et vraiment viennent aider, parce que moi j'ai l'impression de quémander de l'argent, et c'est juste fort désagréable. J'ai plus l'âge de faire ça. Voilà. Merci. Merci. Alors, vous prêchez une convaincue, hein. Ce n'est pas moi qui vais vous donner tort. Je pense que le problème de la violence, il ne doit pas s'aborder uniquement à partir des victimes, qu'elles soient hommes ou femmes, à partir des auteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, à partir des vécus des professionnels. Maintenant, évidemment, nous sommes tous tenus aux aléas financiers. Je pense que la Fondation Hawke a soutenu beaucoup de projets dans le canton. Moi, j'aimerais bien voir d'autres financiers, hein. Je pense qu'on ne peut pas non plus toujours demander aux mêmes institutions, mais c'est clair que de manière générale, ce n'est pas en abordant ces problèmes que par un seul angle qu'on va y arriver. Donc à mon sens, ces différents travaux, qu'ils soient de recherche, de pratique clinique, sont complémentaires. Et c'est en les regardant comme ça, et non pas en les regardant de manière antagoniste, donc pas en étant en compétition les uns avec les autres, qu'on arrivera à avancer. D'autres remarques avant qu'on passe à une nouvelle présentation? Merci. Oui, donc bonjour, Colette Free, directrice du Bureau de l'égalité et de prévention des violences domestiques de Genève. Je vous en prie. Merci. Alors, juste pour préciser la position des bureaux de l'égalité, il est vrai qu'en Suisse romande et pour le Bureau fédéral de l'égalité, les thématiques des violences domestiques sont rattachées à ces bureaux. À la journée suisse de la PSCV, donc l'association de coordination de prise en charge des auteurs, il y avait une majorité de directrices ou de représentants des bureaux de l'égalité qui participaient à cette journée, qui montrent que la thématique des auteurs, de la prise en charge des auteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, est prise en compte par ces bureaux. La Convention d'Istanbul, qui est entrée en vigueur le 1er avril de cette année et sur laquelle travaillent énormément et le Bureau fédéral de l'égalité et les bureaux suisses de prise en charge des violences domestiques, prévoit en effet de s'occuper des violences envers les femmes et des violences domestiques, quelles que soient les victimes et les auteurs. Donc c'est précisé que les violences domestiques sont traitées en tant que violences envers les femmes, envers les hommes, envers les enfants, et ça c'est quelque chose qui est pris en compte au niveau international et au niveau suisse et au niveau genevois. Et d'ailleurs on est dans la commission consultative que je préside, que le BPU préside, il y a des représentants des prises en charge des auteurs, des victimes, des foyers, et on a une vision circulaire, complète, holistique depuis plusieurs années. Merci. Merci beaucoup. Vous aurez différentes possibilités d'échange par la suite, soit formelles en plénière, soit plus intimistes autour de la pause café. C'est un fait avéré, on vous l'a dit ce matin, les violences psychologiques sont particulièrement délétères pour la santé des victimes, et ce même en l'absence d'autres formes de violence, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin la docteure Valérie Le Goff, médecin adjointe responsable des polycliniques psychiatriques adultes de Nyon et Morges, ainsi que de l'unité de consultation pour le couple et la famille du secteur psychiatrique ouest du CHUV, pour une intervention sur le thème de l'emprise.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Emmanuel et l'équipe de l'IMPV pour m'avoir invité aujourd'hui et aussi pour le travail qu'on a pu faire ensemble depuis plusieurs années maintenant. La clinique de la relation d'emprise dans le couple, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait il y a de nombreuses années en commençant à travailler au service de médecine et psychiatrie pénitentiaire dans le canton de Vaud, où j'ai découvert des auteurs de violences, des auteurs de relations d'emprise, qu'ils soient hommes ou femmes, puisque je travaillais à l'époque dans une prison où il y avait un secteur hommes et un secteur femmes. J'ai eu l'occasion d'étudier ça un peu plus à travers la pratique des expertises, expertises pénales, mais aussi des expertises civiles, qui sont des expertises de famille que je fais à la demande le plus souvent de la justice de paix et où on rencontre beaucoup de ces situations. Et puis j'ai pu aussi constater... Pardon. Vous entendez là ? Plus fort. Là, vous entendez ou pas? Ok, je vais me rapprocher. Et puis j'ai pu donc aussi m'intéresser au traitement des victimes par le biais de la psychotraumatologie et de la pratique de l'EMDR, non seulement avec des individus adultes, mais aussi avec des enfants et avec des familles. C'est un sujet, comme on le constate, qui est très lourd. Il y a beaucoup de termes qui vont revenir aujourd'hui et qui vont se répéter. Alors, l'idée, pour moi, c'était d'arriver à vous donner un message aussi synthétique que possible, ce qui est rendu possible, d'ailleurs, par le fait que la relation d'emprise suscite énormément de fantasmes chez nous tous. On a toujours l'impression d'avoir affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement puissants, extrêmement tout-puissants d'ailleurs. Et en fait, on va se rendre compte qu'on peut avoir une représentation simple, beaucoup plus simple de ce que c'est, et donc mieux y faire face. Alors, quand vous voyez la définition de Roger Doré, à la fin je mettrai une dia pour la bibliographie. La définition de Roger Doré, il a écrit un texte tout à fait fondateur sur la relation d'emprise. Alors on se dit que ça ne va pas être simple quand on voit cette définition. Mais en fait, la bonne surprise, c'est que c'est simple. On peut prendre un stabilo-boss et relever ces deux termes essentiels, enfin ces deux phrases. C'est une formation. Elle doit être interprétée comme une formation défensive. On va voir qu'est-ce qu'il y a à protéger. Et qui est perceptible dans un grand nombre de situations centrées sur l'exercice du pouvoir sous toutes ses formes. Là aussi, déjà, Roger Doré parle des idéologies, des pratiques religieuses, telles que tu les avais mentionnées, Emmanuel. Alors, c'est une formation défensive par rapport à quoi? On va retrouver de manière assez récurrente chez ces personnes une grande fragilité narcissique. Ils ne sont, pour parler très simplement une nouvelle fois, pas sûrs d'eux et ont un immense besoin de s'assurer qu'ils sont admirables ou qu'ils sont aimables. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vulnérabilité que je qualifie de féroce à la rivalité mimétique, parce qu'ils sont sans arrêt, ce sont des personnes qui se comparent sans arrêt aux autres, et toute comparaison est déjà menaçante. Donc ils vont essayer d'être plus forts, d'être au-dessus des gens avec lesquels ils se comparent, même si ces personnes-là ne se comparent, elles, pas à eux. C'est vraiment leur problématique. Ils ont aussi, de par cette pensée nécessairement très égocentrée, un manque total, une absence d'empathie, c'est-à-dire une absence de perception de l'autre comme étant différent d'eux-mêmes, comme étant un être vivant, humain, différent d'eux-mêmes, complet, ayant des droits et des besoins. Cette absence de considération, de perception de la souffrance de l'autre
peut aller jusqu'à des actes ou des paroles d'une grande cruauté, que ce soit une cruauté psychique ou physique. Voire des tendances clairement sadiques où ces personnes peuvent décrire le sentiment de plaisir qu'ils ont éprouvé à travers cet exercice du pouvoir, à travers l'effondrement psychique et narcissique de l'autre, à travers aussi l'exercice de la violence physique. Car là aussi, je rejoins les chiffres que tu présentais. Enfin, moi, je suis une clinicienne, je ne fais pas de recherche vraiment scientifique comme ça, mais la frontière entre la violence psychique et la violence physique, ça je l'ai beaucoup vu dans les prisons, ne tient parfois qu'à un mot ou à un souffle, où on passe d'années de maltraitance psychique à un acte physique parfois irrécupérable, ça va jusqu'au meurtre. Donc, une personne qui exerce une emprise a avant tout besoin de se protéger narcissiquement. Pas de comparaison possible, elle veut se voir comme parfaite. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir se protéger de toute atteinte de cette image et donc de toute notion de manque. Le manque relationnel, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous quitter, et ça nous fait tous souffrir, mais ces personnes, ça les détruit littéralement, cette idée-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aimables, qu'ils ne sont rien. Le manque étant difficile à gérer, vécu d'attaque narcissique, voire confrontation, à ce moment-là, un vide intérieur. La relation d'emprise a ceci de terrifiant, parce que c'est remarquablement efficace, c'est qu'elle protège de la souffrance. C'est-à-dire que, étant donné que je suis parfait, je ne suis jamais en faute. Je ne suis coupable de rien. Et, de ce fait, je vais pouvoir éviter de souffrir. Quand nous nous questionnons sur nous-mêmes, que nous nous demandons si nous sommes responsables de quelque chose, si on a mal fait quelque chose, eh bien, ce n'est pas un sentiment agréable. La relation d'emprise, grâce à des méthodes qu'on va découvrir maintenant, permet d'éviter ça. Toujours Roger Doré, quelques mots supplémentaires. On a parlé de pouvoir, de contrôle, de manipulation. Maintenant aussi, nous y rajoutons les mots de soumission et de dépendance, et également de captation. On a parlé de mobbing professionnel. Très fréquemment, moi je parle de mobbing conjugal. Dans le traitement des victimes, j'avais une de mes patientes qui me disait, au bout de 30 ans de mariage, j'ai été licenciée sec. Et c'était une belle image. Donc, il faut pour tout cela pouvoir exercer un contrôle absolu sur l'autre. On veut éviter de souffrir. Voilà, la relation d'emprise, vous pouvez la comprendre comme ça. Et effectivement, pour arriver à ce résultat, eh ben, tous les moyens sont bons. Mais si tous les moyens sont bons, une nouvelle fois, pas de panique, ça n'a rien de tout puissant et d'extraordinaire, ça se résume en gros à deux grandes voies techniques, la séduction et la peur. À chaque fois, comme vous le voyez, ça passe par le regard. Moi, j'aime beaucoup K. D'abord parce que la chanson dans le film est très jolie, et puis parce que entre lui et la Gorgone, on a vraiment les deux facettes de la fascination, c'est-à-dire la fascination qui séduit et la fascination de la terreur. La séduction permet de capter, la terreur fige, empêche de réagir. Pour séduire, quels moyens peuvent-ils être employés? Le charme, être charmant, fasciné,
exercer une pseudo-admiration, flatter l'autre donc, et se montrer comme quelqu'un de très admirable et de très désirable. Pour cela, ben oui, tous les moyens sont bons, comme le clivage, le mensonge, la manipulation, peu importe. Ça apporte un gain narcissique, l'auteur est admiré, un gain de conviction, c'est très puissant le gain de conviction sur les victimes, puisque avec un conjoint qui est correctement séduit, eh bien, on peut en gros tout lui faire avaler. Et il avalera tout et se pliera à beaucoup de choses qui l'étonneront lui-même plus tard, a posteriori, tout simplement pour continuer d'être dans cette fascination, continuer d'être ce qu'il croit être aimé. Pour que ça marche, il faut isoler les proies. Et pour ça, il y a différents moyens. Isoler en particulier du contexte, isoler des amis, isoler des proches, isoler des familles. Moins quelqu'un a de repères, plus il est vulnérable. C'est une stratégie, une nouvelle fois, extrêmement simple. Ça marche très très bien. On voit des situations, j'ai vu des situations où les proches avaient été même complètement retournés et où, à la suite d'un divorce, eh bien, là, en l'occurrence, c'était une dame, elle s'est retrouvée absolument toute seule avec ses propres parents qui prenaient le parti de son futur ex-conjoint, y compris pour l'attribution de la garde des enfants, ce qui est quand même assez fort. Une fois que la personne est bien séduite, on peut constater à quel point elle va se faire capter. Elle va se faire capter en tout, dans sa perception du monde environnant. Elle va s'éloigner de certaines personnes qui auront été jugées néfastes. Elle va complètement croire et voir le monde, et c'est ça qui est important, à travers les yeux de l'autre. Mais la captation va aussi sur les biens matériels, sur les finances, la gestion des comptes, c'est le nerf de la guerre, hein, ne l'oublions pas, sur les biens, sur les carnets d'adresses. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir comme dans des relations d'emprise, avec, par exemple, s'exerçant sur des personnes qui sont très diplômées, qui ont beaucoup d'entre-gens, qui connaissent beaucoup de monde, eh bien, c'est leur carnet d'adresses qui va se faire très très souvent capter et leurs relations professionnelles vont devenir les relations professionnelles amicales de la personne exerçant l'emprise. La peur, donc c'est le pendant un petit peu plus hard de la séduction, mais le but est le même. On y retrouve aussi l'isolation et la captation. Ce sont les mêmes choses, on va voir. Oups. Pardon, c'est un circuit qui fonctionne, ça fonctionne en circuit fermé. L'isolation va donner comme conséquence que la personne va se rendre compte qu'elle est seule et qu'elle va avoir peur de cela, se rendant compte qu'elle risque de perdre le conjoint, d'être rejetée par les proches et bien sûr d'être privée des enfants. La captation, c'est la perte de tout ce qu'elle est, y compris même de ses propres qualités. Vous allez voir à un certain moment. Grâce à ces trois phénomènes essentiels que vous connaissez bien, le dénigrement, qui peut être subtil, très subtil, la menace, sur tous les plans, émotionnels, tu finiras toute seule, tout le monde pense comme moi, tu n'auras rien, tu n'auras pas les enfants, bien sûr, ça dans les je suis thérapeute de couple et de famille à la base, et c'est vraiment dans le top 10, c'est tu es folle, tout le monde pense comme moi, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas les enfants. Ça, c'est vraiment, vous les retrouvez systématiquement. Et bien sûr, la menace peut aller jusqu'à la menace physique. L'inversion et la projection, c'est ce qui protège de la souffrance. C'est la victime qui est désignée coupable de tout ce qu'on lui fait. Ainsi, l'auteur n'est responsable de rien.
tu es nulle, donc je dois gérer tout seul, si jamais elle se plaint de n'être au courant de rien. Ou en cas de violence ou d'insulte, tu vois ce que tu me fais faire, tu me pousses à bout. Ça aussi, c'est un grand classique. Les conséquences de ça, c'est que quand on rencontre les victimes, ce sont des personnes qui ont l'air un petit peu vidées, littéralement vampirisées, car elles ont perdu leurs repères, souvent perdu leurs ressources, perdu leur soutien et surtout perdu la confiance dans leurs propres qualités, que l'autre s'approprie avec beaucoup d'aisance. Ça n'a l'air de rien, mais dans les thérapies de couple, quand on se représente que ça se passe comme ça au quotidien, de manière répétée, que quand il y a un grand dîner, madame amène le plat et tout le monde félicite monsieur, ça c'est quand même quelque chose de très récurrent et de très significatif. Bref, la victime est coupable de tout et elle est capable de rien. C'est comme ça qu'elle le ressent. Donc, pour résumer, séduction et peur, l'isolation, la captation tournent vraiment bien en boucle, avec le gain narcissique, le gain de conviction d'un côté, qui est également renforcé par les techniques de dénigrement, de menaces et d'inversion-projection. Résultat, la domination. Donc en résumé, la relation d'emprise, c'est un peu ça. Vous remarquez que bon, l'image n'est pas excellente, j'ai piqué ça sur Internet, mais on voit quand même que l'enfant ne se débat pas. Il va se faire bouffer, mais il ne bouge pas. Alors, les victimes de cette domination, vous allez souvent les entendre utiliser ces élégantes épithètes pour se définir. Bien entendu, plus la soumission à cette relation d'emprise a été longue, plus la conviction négative sur soi est forte. Mais vous allez en gros retrouver ces termes. Donc, on peut se demander qui est susceptible d'être victime de relations d'emprise. J'ai envie de vous dire tout le monde, parce que la relation d'emprise va s'exercer parce qu'il y a une faille quelque part, parce qu'on a tous une faille, qu'elle soit ancienne ou récente, qu'elle soit chronique ou momentanée. J'aime beaucoup donc l'histoire de Mowgli parce que c'est une bonne illustration. C'est un enfant qui est abandonné, qui va être adopté par une famille de loups, mais qui va perdre cette famille. Ensuite, il va trouver une famille de substitution des tuteurs de résilience, qui vont être ses amis l'ours et la panthère, mais il va aussi se fâcher avec eux. C'est là qu'il va rencontrer Kaa. Alors, la vulnérabilité, il y en a différents types. Affective et relationnelle, parce qu'on se trouve dans des situations de deuil, de perte. Elle peut être vraiment intrapsychique, une personne qui, pour des raisons d'histoire personnelle et souvent d'histoire familiale, a un grand besoin de reconnaissance, de réparation, qui a déjà une estime d'elle-même pas très bonne, une origine traumatique, des personnes victimes d'accidents, de maltraitance, d'abus, de viol, des personnes qui ont été mobées sur le plan professionnel et qui rentrent par la suite dans un schéma de répétition, dans une relation également maltraitante sur le plan sentimental. Les origines somatiques ne sont pas à négliger. Des personnes qui ont eu un cancer, qui se sentent amoindries par cela, des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont tout simplement, alors là c'est momentané, qui sont un peu épuisées du fait d'une opération ou d'un accouchement. J'ai eu comme ça une situation d'une dame qui vivait en concubinage avec un monsieur, elle a eu un enfant, l'accouchement s'est très mal passé, elle a vraiment failli y rester, elle était épuisée et juste après l'accouchement, il a réussi à lui faire signer un papier
comme quoi elle lui donnait son seul bien, qui était sa maison de famille, la maison familiale dont elle avait hérité, en argumentant que, tu vois, t'as failli mourir, si t'étais morte, je serais à la rue avec notre enfant. Donc, bien entendu, elle a signé, et bien entendu, après, quand ils se sont séparés, c'est elle qui s'est trouvée sans logement, puisque la maison était à lui. Donc, même des choses comme ça, qui sont de la vie quotidienne, peuvent suffire. L'origine sociale, bien sûr, les personnes, toutes les situations sociales de vulnérabilité qui ont déjà été largement détaillées. Et ça, c'est la participation, si on veut, de la victime. Participation, on est bien d'accord, c'est plutôt pour moi quelque chose de l'ordre de séquelles, de trauma, qui vont faire que des personnes vont avoir des schémas de répétition, vont essayer de réparer des traumatismes relationnels vécus dans leur famille auparavant, et puis vont se mettre littéralement à côté de l'agresseur au lieu de pouvoir l'identifier et se protéger. Donc, tout cela peut se superposer, bien entendu. Vous voyez qu'on soit dans le cas d'une personne qui est momentanément moins capable de se défendre, une personne qui n'a pas été habituée à l'être, et on peut avoir les deux, avoir été maltraité toute sa vie et en plus avoir un accident, eh bien, on peut retrouver de manière combinée les différents types de vulnérabilité. Donc, la personne qui exerce l'emprise va flairer la faille de manière tout à fait remarquable. En général, ils font assez peu d'erreurs de casting, mais il y en a. Et il suffit de trouver bien la faille pour pouvoir s'y engouffrer, l'entretenir et s'appuyer là-dessus pour exercer l'emprise. J'avais une patiente comme ça qui avait vécu dans une très grande pauvreté toute sa vie, et c'est clair qu'elle était dans une angoisse du manque qui était remarquable. Elle s'est mariée avec un monsieur qui était fonctionnaire international qui gagnait extrêmement bien sa vie, mais elle était en permanence en train de compter les centimes, même en faisant les courses, parce qu'il lui expliquait qu'ils n'avaient pas d'argent, bien sûr. Il avait tout mis sur un compte à côté, puis quand ils se sont séparés, eh bien, il y a eu une espèce de prédiction confirmée, puisqu'il n'y avait effectivement rien dans les comptes. Donc, cette personne que nous voyons avec ce regard qu'elle a sur elle-même, elle va présenter des symptômes. Alors, j'ai synthétisé évidemment. Et souvent, les gens vont nous arriver par le biais des symptômes, parce que les gens sont déprimés, ils sont anxieux, ils ont divers troubles du comportement, de l'adaptation, comportement alimentaire, des automutilations, tout ce qu'on veut, voire des PTSD tout à fait classiques. Donc, ce sont des personnes extrêmement traumatisées. L'emprise est une agression et cela provoque des traumas. Face à cela, principe de traitement, c'est effectivement un vaste sujet, donc on va être une nouvelle fois très très synthétique. Puisqu'on est centré sur le couple, on va parler de ça, traitement du couple. Alors, pour tous ceux qui font de la thérapie de couple ici, vous connaissez le principe. En thérapeute de couple, les reçoit, et de quoi vont-ils se plaindre? Ça allait, ça ne va plus. Les 3/4 du temps, ils vont parler, ou ça va pouvoir être exprimé en termes de déséquilibre. Il y a au départ un équilibre tacite qui se fait dans le couple. Chacun fait des concessions. Ce n'est pas des sacrifices, c'est des concessions parce que c'est réciproque. Et qu'au bout du compte, on peut se dire, c'est équilibré. Je donne et je reçois autant que je donne. Quand on reçoit un couple où s'exerce une relation d'emprise, ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Parce que dans un couple standard, j'aime pas normal,
quand le thérapeute va faire des prescriptions, va essayer d'amener chacun par un questionnement circulaire à reconnaître les efforts ou la valeur de l'autre, eh bien, il va avoir une très grande surprise, c'est que le membre du couple qui exerce l'emprise va très rapidement se retourner contre le thérapeute. De différentes manières, toujours la séduction et la peur. D'abord, ce sont des grands rois du name dropping. Ils connaissent toujours tous les profs de fac que vous ne connaissez pas. Ça, c'est un principe. Ils connaissent des juges, des avocats, surtout des qui font peur, ceux qu'on voit dans la presse. Voilà, donc c'est ce mélange comme ça de séduction, je suis quelqu'un d'important, et de menace, t'as intérêt à être copain avec moi, sinon j'ai des amis très puissants. Si ça ne marche pas, eh bien, on va en arriver assez rapidement à un comportement très dénigrant vers le thérapeute, une invalidation de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il propose. Là, très souvent, c'est ça qui est intéressant dans le fait de débuter ces thérapies, c'est que la victime de l'emprise va voir l'emprise s'exercer ou tenter de s'exercer, mais sur le thérapeute. Au lieu d'être en face, vraiment en prise directe avec l'emprise, elle va être juste à côté et elle va pouvoir voir cela. Alors le thérapeute doit faire gaffe. Très, très, très attention. Il ne faut pas, quand on sent cela, quand on est face à cette attaque extrêmement puissante, il ne faut pas essayer à toute force d'appliquer à ces couples, à ces transactions, les mêmes techniques, la même lecture, la même analyse que celles auxquelles nous sommes accoutumés et qu'on nous a enseignées et qui sont normalement notre pratique quotidienne. J'aime beaucoup le mythe fondateur qui a été défini par Robert Neuburger, qu'on travaille beaucoup dans les thérapies de couple. Et là, on pourrait dire que dans ces couples-là, c'est « j'ai toujours raison, je te contrôle, et à ce seul prix, tu pourras espérer mon amour ». Ça, vous voyez, c'est très très différent des mythes fondateurs habituels avec lesquels on travaille. Donc, attention, ne pas appliquer les mêmes règles à ces couples-là, parce que si on fait ça, on néglige un fait fondamental, qui est que le principe de non-agression est absent dans ces couples. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, sinon on va être un peu séduit, un peu terrifié, et on va faire revivre dans la thérapie à la victime exactement la même chose que ce qu'elle vit à la maison. Et là, le petit thérapeute, c'est lui qui tourne en rond et qui se fait séduire. Il faut aussi que le thérapeute soit prêt à résister donc, à la menace, et c'est assez intéressant de voir qu'il peut y avoir, même dans un setting thérapeutique, une ambiance de menace physique, avec quelqu'un qui va élever la voix. Il ne va pas forcément être insultant, quoique ça arrive, ils peuvent être insultants très directement, mais de quelqu'un qui se lève, qui élève la voix, qui prend un certain espace. Et là, la tentation, on n'est que des êtres humains, la tentation de faire alliance, enfin c'est jamais une alliance, c'est toujours une collusion, mais de penser qu'on fait alliance pour se protéger, pour ne pas être attaqué. Ça, il faut absolument que nous soyons très très vigilants, et ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est d'autant moins facile que si on veut être thérapeutique, il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses et aussi rappeler ce qui est interdit. Alors, souvent, on entend dire « oui, mais je vais perdre l'alliance ». Pas le couple, mais un des membres du couple. Et je pense que c'est plus une alliance si on achète ça au prix de la collusion ou de la complicité. C'est moins grave pour moi d'avoir une rupture thérapeutique
si elle vient du fait qu'on a été très clair, que d'avoir un pseudo-lien thérapeutique. Comme dit Marie-France Irigoyen, ne pas nommer la perversion est un acte encore plus grave, puisque c'est alors laisser la victime démunie, agressée et agressable à merci. Donc, il faut nommer les choses. Je vais un peu plus vite. Donc, ces thérapies de couple peuvent s'interrompre très brutalement. Alors, c'est souvent suivant le temps que le thérapeute met à résister à l'emprise et à la nommer. Ben, des fois, c'est en une séance. Mais tant pis, tant pis. Ce qui aura été thérapeutique, une nouvelle fois, c'est que la personne victime d'emprise aura vu ce qui se passe. Non seulement elle l'aura vu s'exercer sur quelqu'un d'autre qu'elle, mais ça aura été nommé, ça aura été décrit. Comme pour tout, donc, toute personne soumise à des traumatismes, ce qu'on veut, c'est nommer la dynamique, reconnaître la souffrance, légitimer les besoins et valider les droits. N'oubliez pas que dans l'absence d'empathie, eh bien, il y a une absence de reconnaissance des droits de la victime. Juste alors un bref mot, parce que je ne savais pas jusqu'où je devais aller dans les principes de traitement. Je ne vais pas du tout parler des perpétrateurs. Juste un petit mot pour dire que les victimes de relations d'emprise souvent nous arrivent expédiées par la personne qui exerce l'emprise et qui leur dit « tu es folle, hein, il faut que tu ailles te faire soigner ». Et le traitement va être un traitement tel qu'on le fait dans tous les traumatismes. On nomme, on décode ce qui s'est passé, on fait des traitements spécifiques et le MDR est très très utile avec ces personnes. Tout ça pour qu'elles puissent restimuler ses ressources, retrouver des repères, sortir de l'isolement et reprendre confiance en elles. Si vous devez repartir avec quelques notions les plus simples possibles, c'est les take-home. C'est une relation pervertie dans l'exercice du pouvoir, où une personne est coupable de tout, capable de rien, et où l'autre est convaincu d'être capable de tout et coupable de rien. La relation d'emprise est donc une situation d'abus et de maltraitance qui provoque de graves traumatismes. Sur le plan aussi des principes de traitement, le thérapeute doit résister à la relation d'emprise, que ce soit en couple ou en individuel. C'est toujours la même chose que nous devons faire, c'est très important, car nommer, reconnaître, légitimer et valider, ce sont les étapes incontournables et les prémices indispensables à tout travail sur le changement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exploit de nous avoir communiqué autant de choses, autant de matière à réflexion en un temps aussi restreint, ce qui nous permet en fait d'ouvrir un petit temps de questions à nouveau, profiter de la présence de la Dr Le Goff pour une précision. Je crois qu'il y a déjà une question en haut, au milieu. Est-ce qu'on aura une chance d'avoir vos slides sur le site des conférences des HUG? Elle est en accès. Enfin, pour moi, il n'y a aucun problème. Merci. Juste pas me demander la technique. D'accord. Merci au Cube pour toutes les personnes à qui je compte en transmettre au moins des extraits. Merci beaucoup. Merci. Tout en derrière. Ici. Levez la main, s'il vous plaît. C'est toi qui vas? Très bien. Sandrine Racine, je suis sage-femme indépendante et je suis beaucoup confrontée dans ma pratique à de la violence conjugale, notamment après les accouchements, ou alors aussi de victimes
violence institutionnelle à travers le moment de l'accouchement, mais ça c'est autre chose. Ma question c'était, vous dites qu'il faut se positionner en tant que thérapeute, se positionner et nommer les choses et quitte à perdre la relation thérapeutique. Et on fait quoi après? Ça veut dire, mon questionnement, c'est que moi j'ai beaucoup de femmes qui, puisqu'elles ont eu un enfant avec cet homme, eh bien, elles préfèrent se sacrifier, même si elles reconnaissent qu'elles sont victimes de violences, elles vont ne rien mettre en place pour elles-mêmes pour, entre guillemets, protéger l'enfant, rester pour le préserver de la violence d'une séparation. C'est mieux finalement d'être ensemble que parce que je peux manager que ça se passe pas trop mal pour mon enfant que de me séparer pour mon enfant. Voilà, c'est ça un peu ma question. Moi, là-dedans, comme sage-femme, et souvent, elles ne veulent pas aller consulter. Alors, je suis formée en relation d'aide, je fais de l'EMDR, enfin, c'est pas de l'EMDR, mais de l'EPRTH qui revient un peu dans le même principe. Donc, je peux leur rapporter des soins à elles individuellement, mais il n'empêche qu'après, je trouve quand même que ça se répercute sur les enfants et quand je revois les familles, des fois bien après, l'enfant, c'est clair qu'il subit aussi toute cette forme de violence. Donc je ne sais pas trop quoi faire parce que souvent les femmes, elles ne veulent pas aller consulter des experts que je ne suis pas. Oui. Voilà. Et là, il y a la peur aussi, il y a la peur de... Je leur demande souvent si moi je peux en parler au pédiatre ou au gynécologue, enfin je veux dire à un médecin de référence, au médecin de famille. Et souvent la réponse est non, parce qu'elles ont peur que la justice s'en mêle et qu'il y ait un abus de pouvoir, si je peux dire, de la justice qui vont prendre des mesures contre l'agresseur et donc arriver à un résultat qu'elles ne veulent pas, une séparation. Voilà. Alors, dans ces situations, je pense que, comme très fréquemment en psychothérapie, il y a des choses qui vont par étapes. Et là, le moment où vous leur dites, où vous nommez les choses, c'est peut-être la première étape. Et effectivement, très souvent, à ce moment-là, il ne va rien se passer, pour toutes les raisons que vous avez énoncées. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais c'est comme si vous aviez semé quelque chose et un jour, ça portera peut-être ses fruits. À un moment, même un moment unique dans sa vie, elle aura entendu ça. Je vois beaucoup de femmes qui ont eu des contacts avec des personnes comme vous, des thérapeutes, ou même il y a eu des tentatives de thérapie de couple. Et quand elles arrivent à venir finalement un jour en thérapie individuelle, elles se souviennent. Elles se souviennent de ça, de ce qu'on leur a dit. Et c'est revenu à leur mémoire à un certain moment, quand la coupe a été pleine, quand elles ont cessé de pouvoir supporter ce qu'elles ont supporté jusque-là. C'est vraiment comme si on semait quelque chose dans l'espoir de l'avenir, quand on fait ces dénominations. Quelque part, au fond d'elles, elles auront entendu une fois qu'elles ne sont pas les méchantes, qu'elles ne sont pas folles, elles ne se racontent pas des histoires comme ça. Ce que je fais aussi, parce que j'ai des patientes qui viennent et les choses ne sont pas encore claires pour elles viennent pour des symptômes, et c'est lors de l'anamnèse, enfin de l'enquête qu'on fait, savoir pourquoi quelqu'un est déprimé, qu'on va pouvoir commencer à se dire c'est peut-être une dépression qui est consécutive à une longue maltraitance. C'est que moi je leur donne des livres à lire aux dames. J'ai fait avec 2 messieurs aussi. Mais franchement, j'ai eu que 2 messieurs qui ont consulté pour ça, et les situations étaient claires. Je pense que les hommes consultent moins, tout simplement. Mais ce que je recommande, c'est, parce que je les trouve très, très simples d'accès, c'est les livres de Marie-France Irigoyen, Femmes sous emprise, le harcèlement moral, et aussi, en toute absence de modestie, le mien,
parce que dedans, je parle aussi de l'impact sur les familles et sur les enfants. Et ça, c'est souvent, l'impact sur les enfants va être souvent un moteur important pour ces femmes, pour les amener à bouger et à réagir. Elles ne se sont pas défendues elles-mêmes, mais parfois, quand elles bougent, c'est parce qu'elles veulent défendre un enfant. Je crois que quel que soit votre champ professionnel, nommer, ça va rester central. Plantez la petite graine. Dites que c'est pas acceptable, qu'on l'entende d'un thérapeute, d'un médecin, d'un ami, d'un policier, d'un juge, d'un procureur, peu importe, mais qu'on l'entende. Et ça, je crois que ça doit parler à la plupart d'entre vous. Peut-être encore juste une question. J'ai le rôle de vous frustrer aujourd'hui, j'en suis navrée. Merci Saskia Didissaïm, avocate. Dans mon étude, je reçois beaucoup de femmes pour des questions de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Et très souvent, elles me disent, voilà, j'ai affaire à un pervers narcissique, je suis sous emprise. Et j'ai l'impression que c'est un peu à la mode, parce que, évidemment, je retrouve quelques caractéristiques, mais pas tant que ça. Alors, à partir de quand on peut dire qu'une femme est sous emprise ou qu'elle a affaire à un pervers narcissique? Quelle est la limite? C'est facile. Et j'ai 2 secondes, c'est ça? Alors, tout d'abord, c'est clair que le pervers narcissique, c'est l'archétype de la personne qui exerce l'emprise. Mais ce n'est pas le seul. Il n'y a pas besoin de démontrer que quelqu'un est un pervers narcissique pour qu'il y ait une relation d'emprise qui s'exerce. Hein? Donc ça, on fait souvent trop l'association, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Si. Enfin, il y a toujours une relation d'emprise avec le pervers narcissique, mais il y a des relations d'emprise qui sont exercées par des personnes ayant des profils de personnalité quand même un petit peu différents. C'est ce qu'on voit avec les escrocs. Tous les escrocs ne sont pas des pervers narcissiques. Ils exercent tous une relation d'emprise, sinon ils ne gagneraient pas leur vie. Pour moi, le critère de la relation d'emprise en tant que thérapeute, il est clinique. C'est la souffrance qui fait ça. Je crois que c'était Méliné qui disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de lien et qu'on puisse établir entre la gravité d'une attaque et la façon dont la personne va y réagir. Il y a des gens qui vont être, par leur histoire personnelle, plus fragiles et qui vont souffrir plus vite que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'ils souffrent plus vite que c'est moins grave? Non, bien entendu. Donc, il n'y a pas de réponse chiffrable, si vous voulez. Le critère, pour moi, ça reste que la personne souffre et que c'est quelque chose qui est inentendable par l'autre personne. Merci. Merci encore.